Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré aux solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature. Ce webinaire est enregistré, sera disponible en replay sur le site des ADAC et sur le site de l'Office français de la biodiversité. Je suis Juliette Nouel, créatrice des ateliers de l'adaptation au changement climatique. Et avec Marguerite de Perrois, nous avons cofondé l'entreprise qui déploie ces ateliers. Donc Marguerite est là et va vous dire un petit mot. Bonjour. Nous avons donc choisi un format webinaire où seuls les intervenants et intervenantes sont visibles à l'écran. Vous ne vous voyez donc pas, mais vous pouvez participer et poser des questions dans le chat dédié à la conversation. Vos questions seront posées aux deux intervenants à la fin à partir de 12h40 et dans certains cas, vous aurez les réponses immédiates. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas les ADAC, nous sommes un atelier basé sur la science et l'intelligence collective destiné à la sensibilisation aux impacts du changement climatique et évidemment au passage à l'action puisqu'on consacre la moitié de l'atelier à travailler sur un cas pratique. Voilà pour les ADAC. Je vous présente Amaury Parel, coordinateur national du projet Life Artisan à l'Office français de la biodiversité, puisque nous avons le plaisir d'avoir monté ces webinaires en partenariat avec l'OFB, webinaires qui sont au nombre de 7. Donc il y a déjà eu les milieux urbains, littoral, forêt, agricole et aquatique. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien, c'est Outre-mer et il restera encore le milieu montagne le 20 octobre. Enfin et surtout, je vous présente les deux personnes qui vont intervenir aujourd'hui. Alors pour l'instant, nous n'en avons qu'une, mais nous croisons les doigts pour que la deuxième arrive. Et cette personne qui est déjà là, c'est François Houtin, qui est directeur du développement et de la maîtrise d'ouvrage à la Société d'économie mixte d'aménagement et de construction de l'Est de l'île de la Réunion. Et donc nous attendons Marianne Grandisson que je présenterai quand elle sera là. Avant de commencer directement et donc d'avoir un entretien avec François Houtin, je passe la parole à Amaury Parel qui va nous expliquer brièvement ce qu'est une solution d'adaptation fondée sur la nature. Et donc je commence à partager mon écran. Amaury, c'est à toi. Merci Juliette et bonjour à tous. Donc oui, très brièvement, avant de laisser parler nos intervenants, un petit aparté sur le programme déjà artisan que je coordonne, donc qui vise à déployer les solutions fondées sur la nature partout en France, y compris en Outre-mer. Donc c'est un programme de 8 ans qui est cofinancé par l'Union européenne, hein, c'est un programme LIFE, et qui est mis en œuvre par 27 partenaires. Vous voyez tous leurs logos en dessous. Donc l'OFB coordonne, mais le programme est mis en œuvre par tout un tas de partenaires nationaux, régionaux et locaux. Donc le programme se divise un peu en trois piliers justement avec des actions au niveau national, avec des ressources, hein, un MOOC qui arrive, une boîte à outils en ligne, des modules de formation, etc. Des événements également avec notre dernier forum Solutions fondées sur la nature qui sera organisé en juillet à Rennes. Un pilier régional avec des animateurs et des animatrices partout en France qui, elles, font de l'animation de réseau avec les acteurs institutionnels pour monter en compétence sur ce sujet des solutions fondées sur la nature. Elles font également de la sensibilisation auprès des élus et de toutes les parties prenantes techniques et financières. Et puis enfin, au niveau local, 10 sites pilotes mis en œuvre et puis montrer aussi l'efficacité de ces solutions fondées sur la nature dans tous les milieux confondus. Donc rapidement, les solutions fondées sur la nature, c'est des projets de... En fait, ça visait surtout aussi à répondre avec une seule formulation à tout un tas de défis que peuvent rencontrer tout un tas d'acteurs, que ce soit lié à l'adaptation au changement climatique, la production alimentaire, la ressource en eau, etc. Mais ça reste des projets qu'on connaissait déjà bien sûr avant, hein, puisqu'il s'agit en fait de projets de préservation, de restauration ou de gestion durable, donc l'un des trois, des écosystèmes naturels ou partiellement modifiés, et qui visent par contre la spécificité de ces projets de préservation, de restauration, de gestion durable, visent à relever des défis de société, donc dans le cas d'artisans, nous on s'intéresse surtout à l'adaptation au changement climatique. Et donc les trois questions importantes à se poser pour comprendre si c'est une solution fondée sur la nature ou pas, c'est si le projet est bien basé sur un écosystème, par exemple une jardinière en bas d'un immeuble, c'est pas un écosystème, hein. Répondre à un défi de société, donc dans notre cas ici l'adaptation au changement climatique, mais ça peut être aussi plein d'autres. Et surtout quand même que ce projet engendre un gain-être pour la biodiversité. C'est aussi l'idéal, c'est d'avoir, enfin pas l'idéal, le but recherché, c'est quand même d'avoir tous ces
tous ces bénéfices. Donc rapidement, en Outre-mer, en fait, en Outre-mer, il y a c'est aussi plein de projets qui peuvent s'appliquer autant en milieu littoral, urbain ou rural. Peut-être la spécificité sur le milieu littoral, c'est la préservation et la restauration des récifs coralliens, des mangroves et puis des herbiers marins. Et puis on peut aussi retrouver aussi des projets de gestion intégrée et gestion souple des bandes côtières et des traits de côte pour accompagner aussi la montée de la mer. En milieu urbain, ça va être aussi des projets donc on peut retrouver aussi partout en France, mais qui vont être adaptés aussi au climat et aux spécificités et aux espèces aussi en outre-mer selon les régions concernées. Donc ça va être lutter contre les îlots de chaleur urbains et les inondations et des actions de renaturation, de désimperméabilisation. On peut aussi restaurer des cours d'eau aux alentours des milieux urbains pour réduire les inondations. Et puis la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Puis en milieu rural, pareil, ça va être aussi des projets qu'on peut retrouver dans d'autres milieux. Reboisement, sylviculture alternative, en forêt ou en montagne, et puis pratiques agroécologiques. Le tout étant encore une fois bien les adapter dans un milieu par ailleurs aussi qui est particulièrement sensible au changement climatique, avec des aléas climatiques encore plus extrêmes, intenses et fréquents, et une biodiversité aussi particulièrement importante et concentrée dans ces milieux ultramarins. Donc des enjeux très très importants dans ces territoires qu'il faut souligner. Et enfin, je vous souligne juste enfin pas une petite ressource, pas des moindres, notre ressource phare du programme Artisan qu'on a mis en ligne il y a un an maintenant, qui vise à vous exposer toutes les solutions qui existent. Donc c'est des web publications un peu interactives, vous pouvez choisir un peu des parcours urbains, littoral, montagne, etc. Il y a une web publication dédiée plutôt aux décideurs, où on va plutôt expliquer pourquoi choisir les SFN, avec des exemples de coûts, des retours d'expérience, etc. Et puis une partie plus technicienne, où là on va plus loin sur la mise en œuvre de ces projets, avec les outils existants, les différentes étapes, les financements existants, etc., les conditions de réussite à pas oublier. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup, Amaury. Et donc, on va pouvoir passer au témoignage de François Houtin. Donc, je vais repartager mon écran sur cette présentation. Hop. Et on espère toujours que Marianne Grandisson va nous rejoindre. Voilà, donc là, hop. Et voilà. Est-ce qu'on voit bien est-ce qu'on voit bien là? Vous pouvez me Oui, confirmer? oui. Ouais, ok. Ok. Donc, François Houtin. Alors après, vous avez votre script qui est à l'écran aussi. Ah, alors, ça ne va pas. Euh, Merci. Voilà. Là, c'est bon? Je me, Oui. je me disais bien qu'il y avait un problème. Là, on ne voit pas mon script. Non. Ok. Ok, donc François, je le disais tout à l'heure, vous êtes directeur du développement et de la maîtrise d'ouvrage à la CEMAC. Et nous allons parler avec vous d'une opération d'extension urbaine de 8000 m² qui est située à Bois d'Olive, un quartier périphérique de la ville de Saint-Pierre, ville qui fait près de 85 000 habitants et qui est située sur la côte sud-ouest de l'île de la Réunion. Alors, il s'agit d'un programme. Donc là, je montre rapidement, c'est avant les travaux pour qu'on visualise bien. Et là, c'est un état projeté des travaux, donc c'est pas encore la réalité, hein. Et là encore, c'est des images de ce que devrait donner, mais on verra que de toute façon, c'est déjà fait, ces habitations, cette expansion urbaine à la volière. Alors, première question pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quelle était la contrainte et en même temps l'opportunité de ce programme d'extension urbaine? Pour rebondir sur les propos introductifs, il y avait l'opportunité de s'inscrire dans les grandes lignes tracées par le ministère de la Transition écologique, hein, et les documents cadres qu'ils ont produits, à savoir proposer des solutions fondées sur la nature. À savoir que nous, on est, comment dire, on s'est investi dans la gestion intégrée des eaux pluviales en termes de moyens, de ressources et d'ingénierie depuis maintenant 2019 à la CEMAC. Donc voilà, on essaye de surfer sur la vague institutionnelle et donc en systématisant le recours à ces solutions fondées sur la nature. Donc ça, c'était l'opportunité. Il y a une opportunité aussi en termes de commercial, entre guillemets, par rapport
aux collectivités quand on vient vendre un projet, parce que aujourd'hui, on est quand même dans ce rapport de force. Il faut aussi être capable de proposer autre chose que de l'architecture, que de la technique. Donc, en accompagnement d'un projet social, on est en capacité aussi d'être innovant sur tout ce qui va être préservation de l'environnement et adaptation au changement climatique. Et donc, Sur ça ce veut dossier, dire quoi? Gestion intégrée des eaux pluviales, ça veut dire en deux mots, donc pas de rejet d'eau pluviale sur le réseau public, c'est ça? c'est ça. On gère nos eaux de pluie à la parcelle. Donc, on assure quand même la transition hydraulique, c'est-à-dire que voilà, si on a un bassin versant de, je sais pas moi, de 10 hectares qui est en amont, on va pas pouvoir gérer 10 hectares sur notre parcelle. Donc, Hmm. comme dans tout projet, la transition hydraulique, et conformément au code de l'environnement et au code civil, ben, on l'intègre dès le début dans nos réflexions. Par contre, on est aussi capable de calculer exactement quelles sont les volumétries de pluie qui tombent sur notre parcelle, et on s'engage à À comment dire, traiter la voilà. goutte d'eau là où elle tombe, en fait. Voilà, le principe, il y a plusieurs fondamentaux dans la GEP, dont celui-ci, effectivement, c'est traiter une goutte d'eau plus près de là où elle précipite. Et Voilà. après, voilà, il y a aussi d'autres principes. On la met pas en mouvement, on ne la fait pas transiter d'ouvrage en ouvrage, et voilà. Et le Voilà. triptyque, comment dire, qui constitue la GEP, c'est rétention, stockage, infiltration. Voilà. Et donc Contrairement à là, d'autres. pour vous, c'était une obligation parce que dans le secteur, pas à la Volière, mais à côté, c'était pas du tout le cas. Et donc, il y a beaucoup d'inondations. Donc là, je montre une photo de Bah là, c'est le bas cas. de le chemin La Volière, justement, là. Donc, Voilà. Et donc, vous aviez cette contrainte de faire de la gestion intégrée parce que notre des eaux dossier était pluviales. soumis à un dossier loi sur l'eau, Mm. déclaration. Et effectivement, la posture des services de l'État était qu'aujourd'hui, les infrastructures, les réseaux actuels n'étaient pas en capacité de supporter de nouveau De nouvelles les pluies. rejets. Ouais, Voilà. Donc, il fallait qu'on traite ça comme des grands. d'accord. Ok, donc en fait, en deux mots, on peut aussi dire que c'est l'inverse de ce qu'on appelle le tout tuyau, hein, où il y a des C'est ça. intrants, des intrants manufacturés et puis un réservoir en contrebas. Et là, est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe? C'est la chaussée qui est le réservoir. Bah, 2 secondes peut-être sur les solutions traditionnelles, parce que tout ça, c'est un héritage aussi des politiques hygiénistes du début du XXe siècle. Voilà, un héritage de la révolution industrielle où il fallait apporter de la technique, entre guillemets, pas de la technique, de l'industrie sur des problèmes. Donc tout ça, ça s'est traduit par voilà, les tuyaux, les grilles, les caniveaux, etc., etc. Premier phénomène. Et deuxième phénomène, c'était aussi, on voyait l'eau comment dire, comme un déchet, un risque, et non pas comme une Mm. ressource. Comme aujourd'hui, voilà, il y a eu quand même un changement de paradigme depuis quelques années. Et on est en plein là-dedans. Là. Quand on parle de GIEP contre les solutions traditionnelles, c'est carrément ça. D'un côté, on voit l'eau comme un déchet, de l'autre côté, on voit ça comme une richesse. D'accord. Euh, Et et donc, les solutions, oui. donc, vous pouvez nous expliquer en deux mots, il y a une chaussée réservoir. Bah, c'est pas si simple que ça. Donc, Non, il va vous, falloir faire court, donc ouais, ouais, ouais. malheureusement. Mais bon, bref, le principe, c'est encore une fois, c'est de gérer donc les eaux de pluie à la parcelle. Et pour ça, on a toute une boîte à outils qu'on va venir, comment dire, on va venir piocher dedans en fonction des spécificités du projet. Le principe étant de privilégier le traitement surfacique, donc c'est-à-dire mettre en valeur les espaces verts pour y pouvoir justement comment dire, y adosser une fonction hydraulique. Il y a déjà une fonction d'agrément. En plus, on va y ajouter une fonction de comment dire, de gestion des eaux pluviales. Et quand on n'a pas assez de place pour infiltrer en pleine terre, on va aller chercher dans les espaces verts, pardon, on va aller chercher des solutions annexes, complémentaires, comme la chaussée réservoir. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qu'on a utilisé sur l'opération de la Volière. Ben, revenez en arrière, s'il vous plaît, et là, vous allez voir qu'on a différentes zones de parking au sein de la résidence. Et sous ces parkings, vous avez des chaussées réservoirs. Donc, c'est-à-dire là, vous pouvez passer à la suivante. Donc là, vous voyez, voilà, on voit une zone de stationnement. Vous avez la voiture au-dessus, une fine couche d'enrobé, leur profilage 10 cm, et en dessous, vous avez de la grave drainante. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir constituer, ça fait partie du corps de chaussée,
Et là, on va par contre mettre des graves, donc des cailloux de différentes granulométries. Préalablement, on aura fait bien sûr un travail de tamisage pour enlever toutes les fines, les petites particules de sable qui pourraient venir se glisser entre les interstices pour pouvoir libérer des espaces de vide. Voilà, des espaces de stockage demain. Donc, on est en capacité d'assurer au moins 30 à 35% d'espace de vide dans cette structure de chaussée qui va à la fois jouer donc son rôle entre guillemets physique, donc en tant que comment dire participant au corps de chaussée, mais également on va y adjoindre là aussi une fonction hydraulique. Et c'est tout ça à chaque fois, c'est-à-dire que en termes d'efficacité financière de la solution, c'est ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, un lieu ou un ouvrage qui a déjà une fonction, on va lui adjoindre une fonction hydraulique. Et si, en fin de compte, on paye qu'une fois on paye qu'une fois. Et ce qui permet d'avoir quand même des vrais bénéfices et des leviers financiers considérables. Donc, on reviendra dans quelques minutes, effectivement, sur l'avantage financier. Mais là, ce qu'on voit bien sur la photo, ben, c'est que enfin, on ne le voit pas très bien, mais en fait, il pleut et que toute l'eau est récupérée, drainée et va s'en aller donc dans ce grand puits, c'est ça, hein, François Houtin? Ouais, alors là, oui. Bon, ce sont des extractions d'une vidéo voilà, la vidéo est plus explicite, mais là, vous avez des puits, effectivement, qui ont été imposés par la police de l'eau. Donc, s'il y avait eu que nous, on les aurait pas fait parce qu'on avait techniquement démontré que ça servait à rien. Pourquoi? Parce qu'on a construit sur une veine basaltique et donc, il y a une veine qui fait, en fonction du terrain, entre 4 et 7 mètres d'épaisseur. Donc, la DEAL a souhaité, pour se garantir et se prémunir de comment qu'on réalise ces puits qui traversent et qui transpercent la veine basaltique pour aller trouver justement des scories. Donc là, on a de l'infiltration en grand et vous pouvez y aller avec la lance incendie et puis il n'y a rien qui, je veux dire, ça monte pas en charge. On l'a fait d'ailleurs le test. Donc, et tout ça, donc tout ce que vous avez mis en place, là, je le remets, chaussée réservoir, espace vert creux, nous d'injection. C'est ce que vous avez fait. En revanche, si vous aviez pris la solution dite traditionnelle, le tout tuyau, eh ben on aurait, voilà, il y aurait eu un parking entre guillemets normal avec un tuyau. Voilà. Là, vous avez effectivement une organisation classique, hein, vous voyez, donc la place qui fait 2 mètres sur 5 mètres 50. Vous avez le caniveau pour récupérer les eaux de pluie de la zone de stationnement. Vous avez la grille, voilà, qui va elle-même aller alimenter la canalisation et vous dupliquez ça par les 5 poches de parking qu'on avait sur la résidence, plus un réseau primaire qui va venir justement récolter tous ces sous-ensembles pour emmener ça dans un bassin de rétention dans le point bas de l'opération, où là on est uniquement sur de du stockage et de la restitution. Il n'y a Voilà, pas vous n'avez d'infiltration. pas de zone de stockage. Alors, on va passer déjà aux les principaux bénéfices. Donc, en termes de biodiversité, quel est le principal bénéfice, François Houtin? Ils sont nombreux. Tout d'abord, c'est un outil pour éviter la consommation des espaces naturels. Parce que généralement, dans toutes ces opérations, vous avez un gros bassin d'orage qu'on appelle ça, ou un bassin de rétention dans le point bas de l'opération. Vu que l'eau n'est pas gérée en amont, voilà, la fameuse goutte d'eau n'est pas gérée au plus près de là où elle précipite, on va venir concentrer toutes les eaux dans le point bas de l'opération. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des grandes piscines. Donc, qui est à la fois une aberration technique, mais aussi une consommation d'espace constructible. Voilà. Ce qui vous a permis, vous, de réaliser 68 logements, alors que si vous aviez dû faire cette zone de stockage, il n'y en aurait eu que 62. Ouais, 62, on n'a pas fait l'exercice, mais effectivement. Ouais. Donc, ça permet, voilà, on optimise les fonciers constructibles, ça évite d'aller consommer des fonciers naturels. Voilà, et puis évidemment, vous avez créé des espaces végétalisés urbains avec la biodiversité locale et des espèces capables de s'adapter à des fortes contraintes climatiques. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'adaptation au changement climatique? Bon, après, vous avez quand même un point fort, c'est que vu que tous les intrants manufacturés, voilà, c'est maintenant sont sortis de notre modèle économique, vous avez en matière de décarbonation des investissements, c'est un levier extraordinaire. C'est-à-dire que sur juste le poste des eaux pluviales, ça passe de 100 à 0. Hein.
Donc, on a des opérations comme celle-ci où vous n'avez pas un réseau, pas une grille, pas un caniveau, rien du tout. Après, par extension, on réfléchit sur tout ce qui va être fil d'eau, le point haut, le point bas. Donc, on est vraiment sur une technique low cost, pas low cost, low tech. C'est-à-dire c'est pas de l'ingénierie sur de l'ingénierie, c'est pas de la complexité sur de la complexité. Donc, on épure les projets tout en étant performant. Il y a ça. Et puis, bon, on n'en a même pas parlé, on aurait dû commencer par ça. On va reconnecter aussi nos projets avec le grand cycle de l'eau. On est en capacité, bien sûr, d'aller maintenant recharger les nappes phréatiques, et une goutte d'eau qui tombe, si je prends l'exemple de la Réunion dans les Hauts, elle va s'infiltrer dans les Hauts. On ne va pas la retrouver dans les ravines ou dans le lagon. Donc, ça aussi, c'est un des points forts de la solution, pour le coup, qui est fondée, elle, sur la nature. Ouais. Donc, recharge des nappes phréatiques et puis aussi évapotranspiration qui rafraîchit l'air. Alors, Après, vous avez la lutte contre les îlots de chaleur aussi, parce que voilà. le paysage est quand même au cœur des réflexions. Donc, ça participe aussi à ça. Donc, c'est un effet bénéfique aussi pour le côté bâtimentaire. Et voilà. Et puis, il y a un avantage bien-être, évidemment, pour le confort Bien des sûr. usagers, Ouais. parce qu'il y a des espaces végétalisés urbains. Et enfin, avantage coût, vous l'avez évoqué tout à l'heure, parce que cette solution, elle est combien de pourcents moins chère que le tout tuyau? Nous aujourd'hui, on a quand même du recul. Hein. Ça fait depuis 2019 qu'on le fait sur nos opérations. En moyenne, allez, on tourne entre sur le poste VRD, hein, sur le poste eau pluviale, des fois, ça peut faire 100, 0. Donc là, mais dans nos métiers, on parle du low VRD. Alors, ça veut Donc, dire dans quoi le low, cet acronyme? voirie réseau divers. Donc, c'est Ouais. tout ce qui va être eau usée, eau potable, basse tension, espace vert. Donc, si on prend ce lot VRD tel qu'on l'entend dans nos métiers, on peut avoir des diminutions. Sur des opérations de construction neuve, on est de l'ordre de 30% en moyenne. Bon, c'est énorme. Si vous êtes sur des opérations d'aménagement, où là, c'est uniquement de l'aménagement, donc on va retrouver ce lot VRD, ça peut dépasser les 50%. Donc, c'est clairement beaucoup moins cher. Il y a des avantages Oui. énormes pour la biodiversité, pour le changement climatique et pour le bien-être. Donc, tout le monde doit se mettre à la GIEP. Alors, Malgré tout, tout le monde doit se mettre, parce non, je que rigole. nous, la CMA. Oui, oui. Non, mais si, tout le monde doit s'y mettre. Mais normalement, même si on suivait les textes, les ambitions du ministère de la Transition écologique, tout le monde doit s'y mettre. C'est pas pourrait, c'est doit s'y mettre. Oui. Et on se rend compte que dans le quotidien, on en est loin, très loin. Alors, François Houtin, vous avez quand même rencontré quelques freins. Ah Euh, oui. quels sont-ils en 1 minute, parce qu'on a un peu dépassé le temps sur le reste, ou en 2 minutes, quels ont été les principaux freins? Alors, les Peut-être que freins, le ils ont modèle été. économique, c'est le plus intéressant. Alors, il y a le modèle économique, effectivement. Donc là, on va les toucher, on va modifier quand même des façons d'appréhender les sujets. Donc, il y a des problématiques de compétences, donc chez les bureaux d'études, hein, euh, clairement. Et puis, l'étape d'au-dessus aussi, il y a le côté administratif. C'est-à-dire que au sein des polices de l'eau, parfois, on a des dossiers qui passent, entre guillemets, sous les écrans radars des dossiers loi sur l'eau. Donc ça, pour le coup, il n'y a pas de sujet, on y va. Ceux qui sont soumis à des dossiers loi sur l'eau, et je m'occupe d'une SPL d'aménagement, donc là, pour le coup, on y a le droit à chaque fois, quand on fait des projets d'aménagement. C'est vrai que parfois, bizarrement, alors qu'on devrait avancer côte à côte avec les services de l'État, on a quand même quelques freins qui peuvent être quand même majeurs, qui se présentent à nous, et ça, c'est quand même, à mon avis, c'est un sujet. Au même titre que les compétences des bureaux d'études en interne qui sont pas partout au rendez-vous. Et puis surtout, c'est un modèle économique qui est différent, c'est-à-dire que la GIEP nécessite de la part du bureau d'études d'être associé dès le début, le bureau d'études VRD, de Exact. participer à la Oui. conception avec l'architecte, avec le paysagiste, Donc, et non pas. c'est beaucoup plus chronophage Ouais, pour mais eux. il Mais ouais, faut pas attendre le permis de construire pour aller chercher un bureau d'études et lui dire bah fais-moi de la GIEP. Non, c'est pas comme ça que ça marche. voilà. Et donc, vous avez fait une petite révolution
pour lever un de ces freins, en tout cas, puisque vous avez changé le poids des critères dans le choix du maître d'œuvre quand vous sélectionnez des candidats à l'appel d'offres. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait? Ouais, bah, on a essayé, voilà, déjà, il faut effectivement être, comment dire, avoir des idées parce que pour faire bouger les choses, on essaye d'être innovant. Généralement, nous, on était sur les appels d'offres de maîtrise d'œuvre. Déjà, on a revu le cahier des charges, on a intégré cette notion de GIEP en insistant sur le paysage, sur le bureau d'études VRD, etc. Et pour que justement les bureaux d'études puissent se réinventer aussi leur modèle économique, parce qu'on demande du temps et le temps, c'est de l'argent, donc tout ça, ça se paye, il n'y a pas de souci. Euh, Avant, on était sur 60% sur 60% sur la technique et 40% sur le prix. Maintenant, on est 80% sur la technique et 20% sur le prix. On part du principe que c'est pas en payant un peu plus cher la maîtrise d'œuvre qu'on va mettre comment dire, en risque l'opération. Si c'est pour avoir un travail de qualité d'un côté qui répond aux enjeux climatiques et de l'autre qui nous fait économiser 30% d'investissement sur l'OVRD, voire 50 ou 60% quand c'est de l'aménagement, même économiquement, il n'y a pas de sujet, quoi. Donc, D'accord, donc mais vraiment, malgré ça, voilà. Je répète ces chiffres parce que le prix est passé de 60% dans la pondération dans l'appel d'offres à simplement 20% pour bien mettre l'accent sur l'importance de la technique, tout en sachant que globalement, ça coûte entre 30% et 50% moins cher. Je suis obligée de continuer, François Houtin. ouais. Quel conseil donneriez-vous à des personnes qui ont des projets similaires? Ben, déjà, c'est être bien entouré. Parce qu'en tant que maître d'ouvrage, alors bon, moi je viens de l'aménagement, donc j'ai peut-être une première base de connaissances et puis maintenant d'expérience qui fait que et puis je suis volontaire et intéressé au sujet, mais faut quand même être accompagné de bons professionnels, je sais pas, type assistant à maître d'ouvrage ou trouver un bon bureau d'études et commencer à avancer ensemble déjà pour professionnaliser un peu les équipes en interne, parce que ça demande une certaine technicité et des préalables à pas rater, première chose. Et puis deuxième chose, c'est être quand même résilient par rapport à, on a tous besoin, euh, résilient parce qu'on a quand même tous ces obstacles-là, bah on a facilement, c'est un peu une mini-révolution, entre guillemets, hein, sans être, c'est pas l'alpha l'oméga la GEP, mais bon, c'est un vrai sujet. Et c'est toujours plus simple de faire ce qu'on a déjà fait, voilà, sans bouleverser les positions des uns des C'est un autres, les changement équilibres. culturel. Voilà. Et donc, que ce soit un peu du côté des services de l'État, maintenant, même si ça bouge, que ce soit du côté de l'ingénierie, du monde de l'entreprise, des grossistes, des revendeurs en matériaux, etc., parce que c'est un vrai business aussi, il y a un côté financier là-dedans. Donc, on n'a pas forcément toujours des interlocuteurs qui sont moteurs sur le sujet parce qu'ils ont des intérêts qui leur sont propres. Voilà, donc l'enjeu, c'est vraiment d'avoir en tête qu'on répond à un défi quasi historique et de massifier cette pratique qui n'en est plus, enfin qui ne devrait plus en être à sa phase Et, test. Donc, et merci. dernier élément, s'il vous plaît, après j'arrête, c'est, Ouais. voilà, vous parlez de phase test. Voilà. Donc, c'est vu aujourd'hui, effectivement, moi, depuis que je suis pas mal sollicité pour témoigner là-dessus, mais la GEP, encore une fois, là, je vous parlais de 2019 de la CEMAC, mais la GEP, ça fait 40 ans que ça existe, hein. Donc, Oui, la on a les CEMAC n'a rien preuves. inventé. La On- CEMAC on- est un maître d'ouvrage qui a trouvé, entre guillemets, une solution qui répondait aux enjeux du moment. Et maintenant, ça a le vent en poupe, mais techniquement, c'est maîtrisé. Et quand on parle, il faut tester, il faut voir si ça fonctionne. Il y a pas, il y a des dizaines de François Autain, je concessions suis obligée de d'aménagement. vous couper parce qu'il faut Voilà. garder un petit peu de temps pour Marianne Grandisson. Mais restez là parce que vous avez peut-être déjà des questions qui vous concernent dans dans les questions que les auditeurs, les spectateurs peuvent poser. Et puis après, il y en aura d'autres qu'on vous posera oralement. Et donc, Marianne Grandisson, bonjour. Bonjour. Euh, Tout d'abord, je tiens à vous remercier de vous être levé si tôt, parce que autant le décalage avec l'île de la Réunion n'est simplement que de 2 heures, autant vous, il est tout simplement 6 heures du matin, 6h30. Donc, mille merci pour ça. Le plaisir est pour nous.
Marianne Grandisson, donc vous êtes conseillère municipale déléguée au développement durable et à la prévention des risques à la mairie de Sainte-Anne et vous êtes également vice-présidente. Alors, je montre où est la ville de Sainte-Anne en Guadeloupe, vice-présidente de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Donc, la ville de Sainte-Anne, qui est un lagon protégé par une barrière de corail, pardon, a une forte activité touristique. Nous, on va se concentrer sur la plage du Bois Jolant, hein, la voilà, qui accueille de nombreux usages de loisirs, baignade, randonnée, camping. Et ça va être vraiment notre sujet avec un petit peu à côté ce qu'on appelle le secteur du LE. Mais alors, première question, Marianne Grandisson, quel est l'impact du changement climatique sur le secteur de Bois-Jolant? Alors, tout d'abord, on doit dire que la zone de Bois-Jolant est chez nous l'une des zones les mieux préservées. La zone de Bois-Jolant, de plus, a toute une diversité d'écosystèmes, Mhm. plages, falaises, etc. On constate que, quels que soient ces sites, tous ces sites ont subi une très forte érosion, qui est due, bien sûr, à l'élévation du niveau de la mer, mais aussi aux eaux de ruissellement qui elles-mêmes ont été aggravées par ce changement climatique et par aussi la disparition de la barrière de corail, qui Ah oui, elle-même est due à ouais. la température. Ok. Donc, est-ce que le tourisme a aggravé la situation? Bien sûr, parce que vous savez, le piétinement a forcément un impact sur la dégradation de la plage. Mhm. Autre, la zone de Bois-Jolant était une zone préservée. En fait, c'était une zone qui était surveillée aux locaux. Et aujourd'hui, on se rend compte du fait de l'aggravation de l'érosion sur les autres plages, on a une forte saturation sur les autres plages qui a entraîné un déplacement des touristes. Ah oui, Donc, bien donc sûr, ça a eu une voilà, dégradation. qui sont venus encore aggraver ce problème d'érosion, alors qu'on ne peut pas appeler naturel parce qu'il est essentiellement lié au changement climatique, hein. Je rappelle, donc montée du niveau de la mer, destruction, voire disparition de la barrière de corail, et puis fortes pluies, ruissellement, et des pluies donc plus fortes et donc plus de ruissellement. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, je montre quand même des photos, hein, enfin, avant ce dont on va parler, hein, les phénomènes d'érosion et d'éboulement du talus, hein, c'est bien ça qu'on voit, Marianne Grandisson, là? Voilà, tout à Voilà. fait, tout à Et fait. puis, Là, et c'est puis, une zone de falaise. voilà, une zone de On falaise. voit comment des blocs peuvent partir et partir à la mer. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous avez mis en place? Et avec d'abord, qu'est-ce que vous avez mis en place pour essayer de résoudre, enfin, non pas d'arrêter ce phénomène d'érosion, mais tout du moins de le ralentir? Alors, déjà, la première chose que nous avons mis en place, c'est la plantation d'arbres. La plantation qu'on retrouve in situ. Nous avons planté 172 arbres le long du littoral, des espèces qui permettent la fixation de sédiments. Nous avons aussi, fermé une zone à la circulation et renaturer cette zone pour permettre de faire un sentier pour les piétons. Nous avons aussi désartificialisé une zone sur la plage de Pierre et Vacances qui se trouve à l'est de Bois-Jolant et de façon à redonner la place à la nature. Voilà, on voit la zone de Pierre et Vacances. Et ce qui est intéressant dans cette zone, c'est que ce travail a été fait par les élèves d'un lycée agricole. Donc, ça permet en même temps de sensibiliser les élèves. D'accord. Et donc, et puis ça Et permet enfin, pour finir, la ponte des tortues. Enfin, on y reviendra après, pardon. Je vous laisse. Et enfin, et vous avez... enfin, nous avons éviter de planter les espèces qui ne permettent pas la fixation des sédiments, et Voilà, donc notamment là, les cocotiers.
Voilà. sont des espèces qui forment les cartes postales chez nous, mais qui ne permettent pas la fixation correcte des sédiments. Oui, parce qu'on ne le sait pas, hein, mais les cocotiers, ils sont originaires d'Asie et donc ils sont arrivés dans les îles des Caraïbes, enfin à la Guadeloupe et d'autres îles autour. Elles ont Bon. été, ils ont été en quelque sorte importés, mais ils sont pas du tout originaires du coin, si je puis dire. Et leur principal problème, c'est qu'ils ont des racines très superficielles qui ne fixent pas qui ne fixent pas l'arbre. Donc, vous leur avez préféré, là, alors j'ai mis qu'un seul exemple, hein, mais ça, c'est bien Ça, c'est le résigné. résumé port de mer. Voilà. Et donc, Ça, j'ai c'est le vu, résumé port de mer. là, vous en avez un arbre qui peut aller, qui peut monter jusqu'à 10 mètres. Et on peut manger les raisins ou pas? Oui, bien sûr. Ah, Oui, alors bien en sûr. plus, double avantage. Donc là, je remontre effectivement cette photo où on voit bien donc les plantations avec 172 espèces locales. Et puis tout à l'heure, vous l'avez dit, mais j'ai pas eu le temps de l'illustrer, hein, vous avez détruit une dalle en béton et créé un vrai chemin vers la plage pour éviter, c'est ça, que tout le monde piétine et marche un peu n'importe où? Voilà, voilà. Parce que on a fait un enrochement à l'entrée de façon à… En fait, au départ, les voitures pouvaient circuler jusqu'à cette zone-là. Donc, on D'accord. avait des espaces de camping, d'enrochement à l'entrée et de façon à faire en sorte que cette zone ne devienne que piétonne. Et aujourd'hui, la nature a déjà repris ses droits. C'est redonner la place à la nature, D'accord. désartificialiser la zone. Et alors, pour mener à bien ce projet, vous avez travaillé avec le Conservatoire du littoral, avec l'Office national de la forêt et l'Université des Antilles et l'Agence régionale de la biodiversité des îles de Guadeloupe. Et vous avez d'ailleurs, je le dis au passage, gagné un trophée du projet Life Artisan et donc bravo pour ça. Merci beaucoup. Donc les résultats, quels ont été les résultats? Alors, les résultats ont été assez intéressants puisque ça a permis déjà un ralentissement du recul du trait de côte, euh, du fait de la stabilisation de deux zones de talus érodés. Nous Hmm. avons aussi constaté une amélioration de l'état de la biodiversité, à la fois par rapport aux espèces végétales, parce qu'en fait, nous avons planté différentes espèces locales, donc qui ont repris, et Hmm. bien sûr par rapport aux espèces animales aussi, puisque nous avons découvert de nouvelles zones de montée de tortues. La nouvelle continuité écologique de la pointe du Haut-Helleu a favorisé leur ponte. Ok. Alors donc juste pour le plaisir, je donne quelques espèces d'arbres parce que c'est tellement joli. Résinier bord de mer, sapotillier falaise, palétuvier gris, poirier, pays. Enfin voilà. Donc pour moi qui n'irai jamais là-bas, mais enfin ça envoie du rêve rien que d'entendre ces mots. Marianne, et alors oui, donc avantage pour le ralentissement du recul du trait de côte, et puis amélioration de la biodiversité végétale et animale, notamment sur les tortues. Quels ont été les obstacles que vous avez rencontrés pour mener à bien ce projet? Alors, les obstacles que nous avons rencontrés ont été surtout au tout début du projet par la population. C'est-à-dire, au tout début, la population ne comprenait pas et en fait, nos expérimentations étaient saccagées. Saccagées par les hommes, mais quelquefois aussi, ils emmenaient même leurs animaux qui mangeaient les plants, etc. Oui, parce que c'est une zone Et de pâturage, il faut le dire. c'est une zone de pâturage parfois. Mhm. Donc, voilà, nous avons eu énormément de difficultés que nous ne comprenions pas parce qu'en fait, les espèces, c'était des espèces qu'on trouvait sur place. Donc, il n'y avait aucune raison de vouloir les prendre ou de, voilà. Et donc, par rapport à cela, on a dû, voilà, mettre en place un certain nombre d'actions. Alors, une deuxième difficulté que nous avons rencontrée aussi, je vous l'ai dit au départ, c'est que la zone de Bois-Jolant a différents types de sites, les falaises, la plage, la mangrove, etc.
Et Ouais, en fait, on s'est rendu compte qu'il faut une adaptation de la plantation à chacun de ces sites. Par exemple, par rapport à la profondeur du trou dans les falaises, il faut creuser beaucoup plus profondément, faire plus d'apports pour permettre le développement des plants. Donc, ce sont des adaptations qu'on a dû trouver au fur et à mesure et qui mm, nous a permis aujourd'hui d'avoir des arbres qui sont bien partis, oui. Donc ça plus ou moins protégés. nécessitait quand même un contrôle régulier de la manière dont pouvaient progresser les plants. Et donc vous avez ajusté au fur et à mesure. Et Voilà, comment est-ce ça que vous avez nécessitait un suivi. Voilà. Et comment est-ce que vous avez fait pour lever l'obstacle lié à la population qui comprenait pas ce qui se passait et qui saccageait ou qui venait vous avez fait de la sensibilisation? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous avons surtout fait de la sensibilisation, déjà de la sensibilisation sur place. Nous avons envisagé des marches où on long du littoral et on expliquait aussi la raison pour laquelle on était obligé de stabiliser le littoral. Et donc, c'était assez parlant parce que les gens voyaient, on expliquait, ils voyaient les arbres qu'on connaissait autrefois à quelques mètres de la plage, dans la mer. Hmm, Et donc, à ce moment, ils ont compris. Excusez-moi. je vous en prie. Donc, Oui, on a cette action et on a fait aussi une action envers les écoles. d'accord. Et puis vous avez aussi demandé à des Et toujours la même chose, visite des écoles. habitants. Vous avez aussi demandé aux habitants d'apporter des photos, des anciennes photos. Bon, malheureusement, on ne peut pas les montrer, mais qui leur permettaient de bien constater la différence entre il y a 20 et 30 ans et aujourd'hui, c'est ça? Oui, organiser une journée pour expliquer aux gens ce qu'était le recul du trait de côte. Donc, bien évidemment, nous avions des cartographies avec il y a 50 ans et maintenant, mais nous avons demandé aux gens d'emmener des photos. Et les gens non seulement expliquaient aussi, certains racontaient comment, il y a quelque temps, quand ils étaient petits, eh bien, ils jouaient au foot sur la plage de Sainte-Anne, par exemple, et comment, après le foot, ils y faisaient une course et il courait près de 600 mètres pour rejoindre la mer. Aujourd'hui, la mer est déjà au niveau de la route. On est obligé à Sainte-Anne de fermer des ronds-points parce que l'eau arrive au rond-point. Donc, en fait, ce dont on parle est visible. Les gens le voient, ils comprennent. Hum, Et tout hum. de suite après, nous nous sommes rendus compte que sur nos plantes, nous avons eu un autre comportement. Bon, bah bravo pour ça, Marianne Grandisson. Un conseil en quelques dizaines de secondes. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des personnes qui pourraient avoir la même démarche que vous? Euh, je dirais qu'il faut énormément sensibiliser, il faut expliquer. Hum, Nous, ce qu'on dit aux gens, c'est que on ne peut pas, on ne pourra pas empêcher le recul du trait de côte. C'est quelque chose qui malheureusement, personne n'y peut rien. Mais ce qu'on peut faire, en tout cas, c'est ralentir cette érosion. Et on ne pourra pas le faire sans la population. Il faut qu'ils nous aident à diminuer la pression sur la nature et il faut aussi qu'ils essaient de changer leurs usages. hum. Voilà. Merci beaucoup, Marianne Grandisson. On va rester là parce que il y a sûrement des questions. Marguerite, Amaury peut-être a pu en répondre à certaines en direct, je ne sais pas. Euh, Les premières questions pour François Houtin. est-ce que Euh, François, est-ce que vous êtes parmi nous? Oui. oui. Oui, Donc, oui. des questions de personnes qui sont très sensibles aux solutions fondées sur la nature. Pourquoi prévoir une couche d'enrobé et pas directement une première couche perméable végétalisée? Donc, pourquoi pas avoir directement désimperméabilisé le parking? Alors, je sais pas, peut-être que la personne fait référence au paverbe, ce genre de choses, sûrement. Ou si c'est du mélange terre-pierre, je sais pas. Après, il y a l'acceptabilité. Il faut aussi se mettre en position d'exploitant et de gestionnaire.
Donc le paverbe, si c'est à ça que la personne fait allusion, déjà ça coûte cher. Donc on veut quand même s'inscrire quand même ça coûte cher et c'est parfois compliqué d'entretien. Donc on se place quand même dans une logique d'efficacité d'investissement et d'exploitation. Le mélange terre-pierre, comme on a pu le faire, j'ai déjà fait moi en tant qu'aménageur, mais là quand c'est du patrimonial, c'est compliqué parce que c'est des locataires, il faut aussi se projeter on investit sur 40-50 ans. Donc l'objectif est pas forcément de proposer des solutions qui seraient techniquement non pérennes. Après, vous avez des enrobés poreux. On l'a fait sur une autre opération, ce qui fait que ça, pour le coup, ça permet justement d'assurer, de répondre partiellement à la question que vous avez soulevée. Donc les enrobés poreux sont aujourd'hui une technique qui sont bien maîtrisées et qui limite, on n'a pas besoin de faire une rivière sèche pour l'injection latérale pour alimenter la chaussée réservoir. Donc, à la fois pour des questions de coût, de durabilité et d'acceptabilité, si je résume. C'est ça. Ok, Marguerite? une autre toute petite question. Est-ce que vous auriez pu faire cette opération en réhabilitation d'un bâtiment existant plutôt que de consommer un foncier non bâti? Donc ça doit vraiment dépendre des projets où vous agissez. Bah après, alors il y a deux questions. Faut savoir, à La Réunion, il y a à peu près 51 000 demandes, 51 000 demandes en souffrance qui sont identifiées dans le registre. Donc il y a plus de 50 000 demandeurs de logement. Donc il y a forcément besoin de produire. Donc l'opération de la volière avait tout son sens et toute sa place. Voilà. Par contre, si la question c'est est-ce qu'on peut décliner la GIEP sur des opérations existantes dans le cadre de réhabilitation? Oui, parce que la plupart des dossiers, des programmes qui ont maintenant quelques années, sont conçus de façon traditionnelle. Et il y a possibilité, notamment dans le cadre de programmes de résidentialisation, c'est-à-dire qu'on va venir intervenir sur les sur les espaces verts, sur les espaces de stationnement. Alors, soit l'opération dispose d'une microstation, et là, d'un bassin de rétention comment dire, conçu classiquement, là, on peut réappliquer ce qu'on a dit tout à l'heure et le déconnecter, même venir reconstruire où il y avait le bassin. Ça, c'est possible. Ça a déjà été fait. Et puis, quand vous avez un programme qui est, lui, connecté sur un collecteur d'eau pluviale sur le réseau public, vous pouvez déconnecter votre autre opération. Donc, ça va venir soulager, entre guillemets, le réseau de la collectivité. Et ça aussi, c'est un effet bénéfique. Alors, on a parlé de l'aspect bénéfique pour l'opérateur, parce que en termes de coût, mais pour la collectivité aussi, parce que toutes les opérations qui sont gérées à la parcelle, c'est autant d'opérations qui ne vont pas venir solliciter les collectivités en investissement sur des réseaux d'eau pluviale, notamment, et d'usines. Ok, merci beaucoup. J'ai encore une autre question pour vous, mais en attendant, je pose à Marianne Grandisson. Donc déjà, pour tous les deux, les personnes qui participent sont très contentes de vos témoignages voilà, qui sont enthousiasmants. Et donc, Marianne, la question, c'est les gestionnaires du site concerné de Pierre et Vacances ont-ils été moteurs ou réticents à la démarche? Ont-ils dû participer financièrement ou ont-ils réclamé un dédommagement? Alors, ils ont tout de suite été très favorables. Ils n'ont pas réclamé de dédommagement. C'est-à-dire, nous n'avons pas demandé de participation, mais en tout cas, voilà, ça s'est passé très bien. Et le directeur du site, même pendant les travaux, il venait saluer les élèves, venait saluer les ouvriers. Donc voilà, ça s'est passé très bien. Il faut Super. dire que nous avions un financement pour ce projet. Ok. Donc voilà. Et plus globalement, comment réussir à concilier tourisme et économie locale dans vos projets? Alors, aujourd'hui, c'est particulièrement difficile, d'autant plus que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons d'autres problématiques qui s'ajoutent à cela, et en particulier par rapport aux sargasses. Mais Non, mais dites, Marianne, parce que simplement par effectivement, rapport, les sargasses, dites que donc ce sont des algues, et on a le temps d'expliquer en 2 minutes, voilà, parce que c'est un énorme problème. Ce sont des algues qui prolifèrent en raison voilà, de la hausse de la température de voilà. l'eau, qui arrivent chez vous et que vous ne savez plus où les stocker.
C'est On ne ça? sait plus où les stocker, mais principalement, c'est que ces algues-là, ils dégagent de l'hydrosulfure aussi et dégagent aussi de l'ammoniac. Et donc, qui est néfaste à la santé des habitants autour et qui sont néfastes à la santé des professionnels du littoral, les restaurateurs, etc. C'est-à-dire que généralement, quand ces algues arrivent, les restaurateurs sont obligés de fermer parce qu'en fait, on ne peut plus respirer, peut pas respirer très longtemps cette odeur. Donc, nous, ce qu'on est obligé de faire, c'est de les mettre à côté et de les stocker. Mais aujourd'hui, nous arrivons où nos zones de stockage sont saturées. Donc, en fait, c'est une problématique très, très forte pour l'ensemble des municipalités de la Guadeloupe et d'ailleurs, hein, de la Martinique. Et c'est un problème aussi crucial par rapport aux professionnels, parce que les professionnels perdent de l'argent, parce que non seulement ils ne peuvent pas ouvrir et travailler, mais il faut savoir que ces dégagements d'hydrosulfure et des différents autres gaz, ça a aussi un impact néfaste sur l'ensemble des réfrigérateurs, en fait, de l'ensemble Mm. des outils, en fait, des professionnels. Oui, donc Donc, ça, voilà, c'est un Un fléau gros pour nous. sujet. c'est un gros sujet. Voilà, on répond peut-être pas tout à fait directement à la question, mais voilà, je tenais, parce qu'on en avait parlé avec Marianne, à quand même souligner qu'il y avait en plus également cette question. Mais je voudrais juste rajouter un tout petit Oui, mot pour dire que les touristes sont très sensibles à tout ce qui concerne l'écologie. Et généralement, quand on fait les marches, on organise les marches le long du littoral, les touristes en général, ils sont très présents. Donc, en fait, ils sont déjà très sensibilisés à ce problème et ils le comprennent bien, quoi. Ok, merci beaucoup. Une merci. dernière question pour François Houtin. Pourriez-vous préciser ce que vous attendriez des services de l'État pour mieux vous accompagner dans vos projets? C'est une personne de la DEAL, je pense qu'on dit Réunion. D'accord. Euh, ben, c'est certainement une personne que je connais alors. Euh, on- Bon, je pense que c'est pas forcément gênant de dire Enfin, le nom. bref. non, ben, non, mais qu'on soit plus dans la co-construction tout simplement, comme on a essayé de le faire depuis maintenant des années. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand ce sont des dossiers qui sont soumis à autorisation ou à déclaration, Euh, j'ai pas, moi, ce que je prônerais, c'est vraiment de la co-construction. Et là, aujourd'hui, on n'est pas dans un travail collaboratif. Et je trouve ça dommage. Et c'est ça qui crée, à mon avis, parfois des tensions, parce que chacun comment dire, comment dire, sa posture. Nous, en tant que maître d'ouvrage, on essaye, on part d'un bon sentiment, entre guillemets. On est moteur, on est peut-être les premiers bailleurs, le premier bailleur à La Réunion qui a pris le sujet à bras le corps, qui essaye de répondre à des enjeux de société. On est à un tournant de l'histoire et on essaye à notre petite échelle d'être moteur sur le sujet. Et on a plutôt l'impression d'être cassé dans notre dynamique que pas porté parce que c'est pas le comment dire le rôle de la police de l'eau, mais plutôt d'être accompagné. Voilà. Ok. C'est sûr que Bah, la natation est un sujet au carrefour des parties ok. prenantes à travailler ensemble. Donc, c'est Donc, un sujet espérons illustration. que ce webinaire contribuera à Ah ben, faciliter. je en serai le premier heureux. Ok. Et Euh, toute Marie- dernière question, mais peut-être que, qui n'est pas en lien direct, mais pour revenir sur les algues, une participante pose la question, est-ce que la pyrolyse de ces algues serait possible? Mais vous, Alors, pour l'instant, il y a des expérimentations en cours, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé de solution. voilà, c'est en Alors, le cours. BRGM travaille sur, en fait, il participe, il fait des expérimentations. Nous avons aussi des gens qui nous contactent pour des expérimentations. Donc, c'est en cours. OK. Et, on voilà, nous on vous n'avons entend plus pas très de bien, Marianne. solution Mais bah, reste validée à et arrêtée. trouver peut-être une solution fondée sur la nature. Amaury, tu en connais une? Des expérimentations? Pour la gestion des algues? Oui. Non. Non, c'est très spécifique là quand même, j'avoue.
Ah, mais sans doute Allez. qu'à Ok, l'Extraordinaire, etc., il y a des recherches parce qu'il y a plein de sujets d'algues partout. ok. Bon, si on a parlé des algues, c'est bien parce que c'est aussi lié au changement climatique, hein. Donc, il me reste à vous dire un immense merci, Marianne Grandisson et François Autain, pour votre participation. À rappeler que c'était aujourd'hui donc l'avant-dernier webinaire de cette session, en tout cas. Le dernier, ça sera le 20 octobre, toujours à la même heure, et ça sera le milieu montagne. Et bien sûr, ce webinaire, comme tous les précédents, sont à retrouver sur notre site ainsi que le site de l'OFB. Et vous retrouvez la présentation qui a illustré la session d'aujourd'hui, ainsi que des présentations que nous ont fournies Marianne Grandisson et François Autain sur, d'une part, la question, enfin, sur leurs sujets respectifs. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Et puis, Marianne et François, bonne journée, surtout pour Marianne, parce que c'est vraiment le tout début de la journée. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Au Allez revoir. voir. Au revoir. Maria.